Bonjour et bienvenue à l'interview de ce jour qui reçoit pour vous l'honorable Grégoire Mirindi Charangabo, qui est député national honoraire, qui a voulu répondre à des questions que vous nous avez adressées. Et à votre nom, nous les saluons pour que nous puissions commencer cette émission. Bonjour, honorable. Bonjour, messieurs les journalistes. Honorable, nous venons parce que l'opinion a été préoccupée par un certain nombre de considérations au sujet de l'acquittement du président Vital Kamerhe, dont on sait qu'il a passé un séjour assez long en détention après avoir été condamné au premier et second degré, et que lorsqu'il s'est pourvu en cassation, il a eu gain de cause et l'affaire est renvoyée pour être revue, et à l'issue de cette révision, il a été acquitté. Mais on se pose la question aujourd'hui. Son retour peut-il augurer de nouvelles perspectives pour le parti? Est-ce que vous avez souffert de son absence et son retour peut-il, comme je le disais, permettre au parti de se préparer, surtout que nous sommes au seuil de 2023 qui est une année électorale? Je vous remercie, messieurs les journalistes, pour l'opportunité que vous m'offrez de pouvoir m'exprimer au sujet de ce que j'appellerais l'épopée procès Vital Kamerhe et tant d'autres sujets que vous voudriez bien aborder. Je dois vous dire d'abord que la Cour n'a pas cassé pour renvoyer en révision. La révision, c'est une autre procédure. Mais la Cour a cassé et a renvoyé à la Cour d'appel pour un nouveau examen. Donc, on a réjugé, si je peux me permettre le terme. Il a renvoyé pour que la Cour d'appel de Gombe, autrement composée, puisse réexaminer sa propre œuvre. Parce qu'en fait, c'est la même Cour qui avait rendu l'arrêt qui avait été cassé. Pour revenir à votre question, en principe, les juges, lorsqu'ils se prononcent en matière pénale, il n'a que deux possibilités. Soit à l'examen des faits et au vu de preuves, il condamne, soit il acquitte. Lorsqu'il condamne, c'est-à-dire que les preuves vont emporter son ultime conviction qu'effectivement le fait qui est dénoncé au nom de la société par le ministère public et qui est soutenu par la partie civile, donc ces faits-là sont avérés. Ce sont des faits qui sont déterminants, relevants et concluants pour que la justice puisse les prendre en considération. Mais lorsque les faits paraissent déjà douteux et qu'ils ne sont pas étayés par des preuves tangibles, des preuves concordantes, comme je venais de le dire, il y a un principe en droit qui dit que les doutes profitent aux prévenus et qu'il vaut mieux acquitter 1000 suspects que de condamner un innocent. Et donc le juge à ce moment-là, devant sa conscience, et il décide carrément de blanchir quelqu'un lorsque les preuves sont soit insuffisantes, soit sont absentes. Et pour les cas d'espèce, il y a eu seulement tout simplement absence de preuves. Et c'est ainsi que le juge a décidé de l'acquitter et tout s'est prévenu. Alors, quant à l'opinion, vous savez que là, on juge partout au monde, là, on a jugé de grandes personnalités, il y a eu à redire. Même quand on a condamné Nelson Mandela, il y a eu qui était content, il y a eu qui était mécontent. Mais finalement, l'histoire a été de son côté. Et puis, Nelson Mandela est devenu un homme modèle à travers le monde comme un résistant contre l'oppression, contre l'apartheid, pratiquement contre la libération des peuples opprimés. Alors, il est vrai qu'il y en a qui souhaiteraient que Vital soit condamné. Il y en a qui sont contents de l'avoir libre. Mais nous n'allons pas s'ipiter sur ce qui est déjà fait. Ce qui est fait, c'est que la décision existe. Elle est irrévocable. Et nous en tenons à ça. Mais honorable, vous ne sentez pas que cet acquittement risque de coûter cher à la coalition FCCH quand on sait que le procès Kamerhe était quand même emblématique?
il avait fondé un certain espoir de l'avènement de l'état de droit. Le voir aujourd'hui libre, ça ne risque pas de causer du tort ou à déprimer un peu le président de la République et tout ce qu'il a tenu comme rigueur, quand on sait qu'ils sont plus proches, a été en difficulté, il a été blanchi. Est-ce qu'il n'y a pas eu une main politique qui est intervenue quelque part pour au moins acquitter quelqu'un qui a été condamné au premier ou au second degré? C'est quand même suspect. Non, ceux qui développent de tels arguments, je crois qu'ils n'ont pas raison. D'abord, Cash, comme l'Union sacrée, n'ont pas été créés avec l'idée que sa survie serait liée au sort de Vital Kamerhe. Parce que Cash a été créé, l'Union sacrée a été créée avant la condamnation de Vital Kamerhe, avant les 100 jours. Et donc, ce sont des choses qu'il faut distinguer. De deux, l'état de droit dont on parle. L'état de droit n'est pas factuel. L'état de droit, c'est tout un esprit. Qu'est-ce que ça signifie l'état de droit? L'état de droit signifie tout simplement que les gens qui ont prêté serment pour dire les droits se soumettent aux lois et rien qu'aux lois. C'est ça l'état de droit. Mais l'état de droit ne peut pas s'évaluer sur base des condamnations ou des acquittements des uns et des autres. Non, ce n'est pas ça l'état de droit. L'état de droit, c'est de dire le premier juge a été saisi du dossier Vital Kamerhe. Est-ce que la procédure a été respectée? Oui, la procédure a été respectée. Il a prononcé un jugement tel qu'il l'a prononcé. La partie Vital Kamerhe, n'étant pas satisfaite, a interjeté appel. La cour d'appel a accueilli l'appel, il l'a examiné, il a réduit la peine, et cette peine-là a été contestée par Vital Kamerhe, il est allé en cassation. Et le juge de cassation, qui est le juge des œuvres des juges inférieurs, en examinant l'arrêt qui avait été rendu par la cour d'appel de Gombe, il constate que c'est par une simple notification qu'on l'a déféré devant les juges d'appel au lieu d'une citation à prévenir. Comme c'est le juge de la forme, de la régularité de la procédure, le juge de la cassation a cassé et il a renvoyé au juge de fond pour qu'il revienne sur les fonds. Alors, je n'ai pas entendu sur le plan de la procédure, les ministères publics crier ou tout juriste crier. Sur le plan de la procédure, tout s'est fait proprement. Le problème maintenant, c'est un problème sentimental. Et chacun a ses sentiments. Et nous n'avons pas, du moins, le pouvoir de gérer les sentiments des gens, les sanctionner, de les orienter. Chacun s'exprime comme il veut, mais c'est ça la réalité. Mais honorable, vous ne trouvez pas que au-delà de l'acquittement judiciaire, dans l'opinion, c'était quand même un procès qui était médiatisé. On a présenté des maisons, de l'argent liquide, des épouses, des enfants. Est-ce que vous aurez la capacité, pour le petit temps qui reste, de laver la mémoire de la population pour qu'elle puisse encaisser aujourd'hui que réellement il est acquitté? Ou soit vous ne trouvez pas que cette présomption de culpabilité peut peser dans l'opinion, juste peut-être à nuire aux intérêts politiques de Vital Kamerhe? Bon, malheureusement, vous les journalistes, on ne sait pas vous poser la question. Mais si on interrogeait ceux qui défendent une telle thèse, si Kamerhe était condamné, est-ce que c'est pour autant que l'état de droit serait raffermi dans ce pays? Au moins, ça aurait été une preuve que un proche du chef qui est condamné, c'est qu'il n'y a pas eu d'interférence. Non, ce n'est pas parce que le nom de Kamerhe est connu. Il y a des gens qui sont condamnés tous les jours dans les cours des tribunaux. Mais lui, quand même, c'était un directeur de cabinet. Oui, oui, justement. Et c'est pourquoi c'est très positif. Au moins, on a touché un directeur de cabinet. On l'a arrêté. On l'a déféré devant les juges. Les juges ont examiné son cas. Les juges ont constaté qu'il était acquittable et on l'a acquitté. Et donc, sur le plan de l'état de droit dont vous parlez, c'est toujours les mêmes codes qui a été utilisé, les codes congolais, qu'on utilise pour les uns et pour les autres, et comme pour les autres. Et donc, de ce côté-là, il n'y a pas érosion, il n'y a pas un doute dans ce qu'on appelle l'état de droit. Parce que l'état de droit voudrait tout simplement que les gens se rendent justice. Ça, c'est que les gens. Lorsqu'on dit que tel a volé, que tel a détourné des millions, sans vérification aucune, qu'on prenne les gens, verdict populaire, et puis on dit, bon, ok, cette fois, c'est l'état de droit. Non.
L'état de droit, c'est aussi le respect de la procédure. Oui. L'état de droit aussi, c'est la présomption de l'innocence. Oui. L'état de droit aussi, c'est les voies de recours. Oui. Et même il serait condamné même par la cassation. Oui. Il y a aussi des instances internationales qui l'auraient pu saisir, qui pouvaient encore intervenir et réjuger les cas. Oui. Donc, il y a des conventions qu'on a signées lorsque quelqu'un s'estime lésé, qu'on peut saisir. Donc, la procédure pouvait même prendre suffisamment d'années pour qu'on en arrive à asseoir la conviction qu'effectivement... Honorable, il y a eu une tension au début au sein de l'UNC lorsque le président était interpellé. Il y en a qui criaient un acharnement politique de la part du partenaire de Cash qui voulait revoir la clause qui le contraignait à soutenir Vital Kamerhe en 2023. Et par après, ça s'est calmé. On se demande où est-ce que vous avez une telle discipline. Et aujourd'hui qu'il est acquitté, est-ce que l'UNC peut se dédire sur cette considération qui a été jetée dans l'autre? Non. Vous savez, la politique est dynamique. Que ce soit nous, que ce soit l'IDPS, personne n'a obtenu ce qu'il espérait dans l'accord Cash. Oui. Parce que après cet accord, les contingences politiques ont fait que finalement nos amis de FCC nous rejoignent. Oui. Et en nous rejoignant... Ayant la majorité, bien sûr, à l'Assemblée. Oui, il fallait revoir aussi les ambitions des uns et des autres. Oui. Parce qu'en principe, le pays nous appartient à tous. Oui. Nous n'avions pas ni le droit ni le privilège de fermer la porte à nos amis du FCC qui diraient se venir de gérer ce pays pendant 18 ans. Oui. Même si on peut dire qu'ils n'ont pas réussi à développer le pays, entre guillemets, mais quand même, on ne peut pas aussi nier qu'il y ait des ressources au niveau du FCC. C'est ainsi que nous tous, nous avons décidé de revoir les choses au rabais, de revoir les ambitions pour qu'effectivement, tout ce que nous avions négocié et auxquels nous avions des prétentions, puisse souffrir un tout petit peu. Donc le problème n'est pas un problème de, comme vous l'avez dit, de croire que nous en souffrons ou pas, non. Le problème c'est qu'est-ce que l'État gagne. Qu'est-ce que les Congolais gagnent? Parce qu'en principe, ce sont les acteurs politiques qui gèrent le pays. Et ce sont les acteurs politiques qui essaient de se mettre d'accord sur le compromis politique qui vaille pour que effectivement le pays marche. Mais aujourd'hui, honorable, la majorité au sein de l'Assemblée nationale, même au niveau du Sénat, a été reconstituée. Le chef de l'État, la majorité, Vital Kamerhe est libre. Et lorsqu'il a rencontré le président de la République, il a dit parmi les 3 préoccupations, la première c'était de réévaluer l'accord et puis faire l'état des lieux de la situation générale et notamment se pencher sur la guerre à l'Est. Quand il parle de réévaluer l'accord, il ne dit pas peut-être au chef que maintenant que nous avons la majorité, donnez-moi ce que vous m'avez promis. Or, on sait que c'était la primature. Comment est-ce que vous... Quelles sont les options qui sont sur la table aujourd'hui pour l'INC, voyant que le président est revenu à la liberté avec une majorité qui est entre les mains de son partenaire? Bon, dans tous les cas, je n'ai pas été à l'audience d'abord. Je n'ai pas été à l'audience. Ce qui fait que je vais vous répondre parce qu'au moins vous êtes sûr qu'effectivement il a parlé de l'évaluation de l'accord. Vous savez, ce qui fait que notre pays traîne, soit à la traîne, ne soit pas développé, c'est ça. Les gens ne savent pas s'auto-évaluer. Un homme normal, au début de l'année, à la fin de l'année, il doit s'asseoir pour se dire qu'est-ce que j'ai fait pendant cette année. Des positifs et des négatifs. Qu'est-ce que j'aurais pu faire que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai fait que je n'aurais pas fait? Et voilà, parfaire ce qu'on a fait aussi. Comment parfaire ce qui... Et puis continuer. Oui. C'est aussi que notre démocratie, les gens, pour eux, ils pensent que la démocratie, c'est un éternel recommencement. La démocratie, c'est-à-dire que moi, je peux commencer un ouvrage que je peux ne pas terminer dans mes 5 ans. Mais si vous venez après moi, vous continuez. Mais les gens, ils prennent le mandat comme 5 ans, c'est 5 ans. Donc, ce qui n'a pas été fait dans les 5 ans, ou ça qui a été débuté dans les 5 ans, c'est... Non. S'il a parlé de l'évaluation, c'est qu'effectivement, après autant d'années, je crois qu'il voulait dire simplement qu'on doit s'asseoir,
pour essayer de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, jeter les nouvelles bases, pour que finalement on puisse répondre à des préoccupations urgentes qui tiennent finalement au coût de la nation, notamment la sécurité à l'Est, les social et consorts. Mais l'UF s'est organisé. Le fait que le président soit en difficulté, il y avait quand même une administration politique qui existait. Mais pourquoi est-ce que les cadres d'autrefois n'ont pas fait cette réévaluation? Mais lui en parle. Est-ce qu'il n'y a pas un agenda personnel qu'il voudrait revendiquer auprès du président de la République? Non. Moi, je dois vous dire que pendant qu'il était en détention, nous avons travaillé. Personnellement, j'ai fait partie des prises de délégations qui ont rencontré non seulement nos amis de l'IDPS, mais aussi même le président lui-même. Plusieurs occasions, il a reçu la délégation de l'INC pour échanger sur la vie de l'Union sacrée, surtout la vie des caches. Parce que nous avec l'IDPS, c'est cache. Donc, cela n'était pas conditionné par sa libération. Il est vrai qu'on ne le faisait pas tambour battant, mais au moins, à plusieurs occasions, on est sorti de l'audience et le secrétaire général prenait la parole à l'entrée de la présidence pour donner au moins les résumés de nos entretiens. Donc ce n'est pas parce que finalement on a libéré Vital qu'on doit réévaluer. On doit réévaluer. Mais dire que c'est pourquoi c'est maintenant là qu'il y a eu une sorte de déliement de la langue, de cet approchement. Non, l'approchement a toujours existé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes toujours au gouvernement jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'a pas rempli. On a essayé de faire une distinction entre les dossiers pénals de Vital Kamerhe en tant que tel et les institutions politiques et les institutions nationales du pays. Donc ça n'a rien à faire, il n'y a pas d'amalgame. Mais il se pose un problème, honorable, parce que la reconfiguration des institutions après les déboulonnements entre guillemets de l'UFCC a donné lieu à une majorité, bien sûr détenue par le président, mais qui est issue d'autres formations politiques. Est-ce que l'UNC aujourd'hui peut continuer à jouer le second rôle aux côtés du chef de l'État, ou vous allez vous remettre à votre niveau numérique, hauteur numérique, du fait que l'FCC transfige, l'FCC proche du président transfige de l'FCC Kabila, détient quand même une large majorité avec l'ensemble pour la nation. Est-ce que vous aurez toujours les mêmes possibilités de manœuvre que si vous avez voulu dans les accords, vu qu'aujourd'hui la sphère politique a évolué? Vous savez que sur le plan stratégique, politique, de l'activité politique, il y a souvent des erreurs que nous commettons. Vous savez que par moment en politique, il vaut mieux avoir une minorité pensante qu'une majorité numérique. Donc, vous voyez, nous sommes tous des chrétiens, nous croyons en Jésus, mais il est seul, mais nous tous nous le croyons parce qu'il a montré sa capacité de sacrifice pour sauver l'humanité. Nous le croyons comme ça. Donc, dans la politique aussi, il y a des choses qu'une minorité peut imposer à la majorité. Ça arrive. Et puis, cette sorte de déclic, de transfert de majorité, c'est ça le génie du Congolais. C'est ça le génie. On comprend que tout le monde, lorsque l'intérêt national l'oblige, il se dépasse. On peut se dépasser, c'est libérer des corps de partis politiques ou de regroupements politiques et se tailler une identité propre qui puisse permettre au pays d'avancer. Sinon, autrement, le président Félix avait des armes de destruction massive. Il aurait pu dissoudre l'Assemblée nationale, renvoyer tout le monde aux élections et on allait avoir notre propre majorité. Et personne ne pouvait la contester. Et donc nos amis aussi avaient à opérer un choix entre cette option et faciliter le travail au nouveau régime qui venait de prendre le pouvoir. Et je crois qu'ils ont été sages, ils ont compris que entre deux mots, il faut choisir le moindre. Et ils ont opté pour un ajustement qui favorise à la fois ceux qui sont au pouvoir et qui les favorise aussi. Donc tout le monde a gagné dans cette imagination. Tout le monde a gagné finalement dans ce plan qui a été mis en place, dans cet arrangement politique, comme on le dit souvent, et il n'y a personne qui se plaint aujourd'hui. Mais quand on a vu Vital Kamerhe sortir de l'audience,
il y a des gens qui lisent entre les lignes la teneur de ses propos. Il dit, il passe à revue la situation du pays. Oui. Comme quelqu'un qui disait, regardez le déluge qui s'est effectué après moi. Il a vraiment peint un tableau noir de toute la situation. Et il s'est posé comme une solution, ou au moins un élément efficace dans la solution pour la guerre de l'Est. Vous le croyez détenir une baguette magique ou des leviers qui peuvent influer positivement de telle sorte que son retour sur la scène politique soit considéré comme une victoire pour le pays? Non, je ne sais pas pourquoi cela peut vous étonner. Le président de la République lui-même, d'ailleurs nous avons la chance d'avoir un président de la République qui voit les choses comme tout autre citoyen. Oui. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lorsqu'il parle, il ne maquille pas les mal. Oui. Il a toujours, là où ça va, il dit que ça va, et là où ça ne va pas, il ne s'en cache pas. Oh. Alors, je ne vois pas un visiteur comme Vital Kamerhe qui va venir commencer à dire que ça va là où le président lui-même, souvent il dit que ça ne va pas. Parce qu'il est là pour résoudre les problèmes. Oui. Le président lui-même, il a toujours dit, là où ça fait mal, il a toujours dit. C'est pourquoi il se bat pour résoudre les sociales des Congolais, il se bat pour avoir une armée forte, il ne l'a jamais caché, il se bat pour avoir des infrastructures, il se bat. Et beaucoup de gens pensent que ce sont des promesses qu'il fait, non. C'est-à-dire qu'il voit les choses comme tout le monde. Et il se dit, il ne suffit pas de voir, il faut faire maintenant un pas. Que faire maintenant pour les résoudre? Mais ne fait que je suis cet aspect. Alors, maintenant, pourquoi honorable, oui? Lorsque lui, le numéro 1, oui, qui a l'impérium, oui, se présente devant une situation comme tout autre citoyen, oui, est-ce qu'il ne met pas le peuple dans le désarroi? Parce que si Christ commence à craindre Satan, on se demande vers qui on va se retourner. Non. Pourquoi, par exemple, il dirait que les enseignants sont bien payés au Congo alors qu'il sait qu'ils ne sont pas bien payés? C'est ça l'essence de la gratuité. Pourquoi il dirait que la gratuité est effective au Congo alors qu'il sait que ce n'est pas ça? Le président, tout le monde allait encore dire, voilà le président, ce qu'il nous dit, la gratuité. Pourquoi Non, il faut, je crois que de ce côté-là, on peut dire, mais là, il est cohérent et honnête. Et c'est pourquoi moi, je crois qu'il est défendable. Et c'est pourquoi moi, j'appelle à la population peut-être pas peut-être de l'aider, de l'accompagner. Parce qu'au moins quelqu'un qui sait la maladie, c'est déjà un pas, parce que les soigner, c'est déjà une chose. Lorsqu'un médecin diagnostique une maladie plutôt, la soigner devient plus facile pour lui. Alors, nous n'avons pas cette fois un chef de l'État qui voit tout en rose. Il voit tout en rose. Non. Ce qui est fait, il dit que c'est fait, et c'est bien fait, partiellement fait. Ce qui n'est pas fait, sinon nous cherchons les moyens, c'est pourquoi il y a la patrouille de l'IGF, c'est pourquoi nous cherchons des moyens, c'est pour finalement essayer de trouver des solutions à tous les autres problèmes qui demeurent en suspens ou que nous sommes en train de bousculer. Ce pays a beaucoup de problèmes. Tous les domaines sont, entre guillemets, infectés de problèmes. Il n'y a pas un seul secteur de la vie nationale qui n'a pas de soucis, qui n'a pas de problèmes. Et donc, pour résoudre tous ces problèmes, il faut avoir des moyens, il faut avoir de la volonté. Et moi, je ne me limite à la volonté, parce que toute personne a toujours eu la volonté de bien faire. Mais ce qui a toujours manqué, c'est l'engagement. Et vous sentez l'engagement dans Vital Kamerhe de se lancer dans l'eau, comme on dit, se mouiller le maillot pour faire avancer les choses? Non. Tout ce que je sais, c'est qu'il a dit qu'il est prêt à servir partout où il veut qu'il soit. Si on veut qu'il soit où c'est lui-même qui le veut, il peut le vouloir lui-même, parce qu'on ne pourra pas lui forcer non plus. Donc, comme leader politique, sans un portefeuille, il peut toujours servir. Produire des idées, des propositions, il ne suffit pas d'être dans les institutions. Parce que les gens voudraient qu'ils disent qu'il sera XY personnalité demain après demain. Pourquoi les gens veulent qu'ils le disent? Parce que nous avons fait l'opposition pendant autant d'années. Et il développait toujours les mêmes idées. Il n'y a rien de nouveau. Les discours qu'il a tenus, c'est le même discours qu'il a tenu depuis que nous étions à l'opposition. Donc, les discours tendant à faire voir à l'opinion ce que nous pensons corriger pendant que nous sommes au pouvoir. Et c'est ça notre cheval de bataille jusqu'à aujourd'hui.
Et personne ne vous dira que dans les 5 ans, dans les 10 ans, dans les 15 ans, il va résoudre tous les problèmes du Congolais. Non. On va y aller toujours par palier parce que le problème congolais sollicite, demande beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens. Très bien, par rapport à la crise à l'Est de la République, vous êtes un notable élu de Calais, dans le sud Kivu. Qu'est-ce que vous croyez qu'il soit fait pour que nous puissions, au moins pour cette fois-ci, sortir de cette situation qui a coûté 10 millions de morts, ça fait 25 ans que le Congo est humilié. Quelle est votre lecture de la question et comment est-ce que vous pensez que nous puissions nous y prendre cette fois-ci pour une solution durable? Vous savez, le problème de l'Est est tellement complexe que il y a eu des ratés déjà à l'époque coloniale. Les pouvoirs qui ont succédé à la colonie n'ont pas été attentifs. Et finalement, l'évolution du monde a découvert que l'Est était très riche. Ils essaient de réorganiser les États policiers pour que ceux qui ils ne peuvent plus avoir d'égal à égal à travers les institutions, ils puissent l'avoir à travers les multinationales. Et donc, pour trouver des solutions, il n'y a pas 1000 solutions, il faut seulement avoir une armée forte. Une armée forte. Et l'armée forte suppose quoi? La formation d'abord. Cette formation aussi qui est tributaire de l'engagement des jeunes dans l'armée. Il faut des équipements. Mais aussi il faut revisiter la carte militaire, la carte défensive de notre armée. Parce que par rapport à la question, autant l'économie congolaise a été extravertie, autant la défense elle-même, les infrastructures de la défense ont été extraverties. Autant notre formation, nous avons été, notre mentalité extravertie. Parce que l'homme, pour moi, il a 4 dimensions. Notre dimension spirituelle, pratiquement, c'est l'extraversion. Toutes les valeurs traditionnelles, toutes les valeurs, on est en train de les rogner chaque jour. Nous avons les Kimbanguis, mais pourquoi ne pas les ériger en... Non, les Kimbanguis sont des chrétiens. Oui. Les Kimbanguis sont aussi des chrétiens. Et puis, Simon Kimbangu lui-même a été baptisé, pour peu que je puisse me rappeler, par les missionnaires, à moins que je ne m'abuse. J'ai cru comprendre qu'il a été aussi endoctriné quelque part par, même s'il s'est racheté pour rentrer dans son identité africaine. Cette dimension-là pose problème. Il y a la dimension intellectuelle. Nous sommes formatés par une formation finalement qui a laissé de côté la technique. On nous a fait croire que parler les bons français, les latins, les grecs, c'était ça suffisait pour résoudre des problèmes. Et sur le plan relationnel, la diplomatie que nous avions hérité, les mêmes qui nous ont colonisés, c'est les mêmes auprès desquels nous allons pour avoir de bonnes relations, alors qu'ils sont nostalgiques de leur passé colonial. Et puis la dimension, je dirais, humaine, la dimension physique et humaine, comme vous le dites, il n'y a pas grand-chose qui a été fait pour que nous puissions recouvrir notre dignité en tant qu'homme. Vous voyez, sur le plan culturel, sur le plan sportif, et tout ça. Donc, c'est tout ça qui entre en ligne de compte. Donc, notre pays doit peser pour que finalement, on revisite tous ces éléments-là, de telle sorte qu'on puisse avoir une armée qui soit capable de faire peur à nos voisins. Sinon, je vous dis que ce pays, avec ses 9 voisins, ne sera jamais en paix. Nous ne serons jamais. D'ailleurs, le Rwanda, c'est un essai. Ce qui se prépare ailleurs, peut-être c'est un complot plus vaste, c'est plus contraignant et mortifère que ce qui se fait. Mais qu'est-ce qu'on attend, honorable? Le budget a connu quand même un mois important. On parle aujourd'hui de 10 milliards. Mais comment est-ce qu'on ne pouvait pas canaliser suffisamment de moyens pour le reste de la défense? Et puis vous avez suivi dernièrement un vote aux Nations Unies. On a reconduit notre embargo. Comment est-ce que vous considérez un pays en guerre qui a un peu de moyens, qui n'a pas la volonté d'acheter les armes, mais qui est aussi coincé par un embargo? Est-ce qu'il n'y a pas peut-être une volonté internationale de vouloir garder le Congo instable pour servir des intérêts obscurs?
Oui, votre question a des volets. Oui. Le premier volet... l'affectation de moyens budgétaires. L'affectation des moyens budgétaires. Oui. Je vous ai dit tout à l'heure que notre pays, tout est urgent. Avec les 10 milliards, on ne sait pas avoir même une armée dissuasive. Donc si nous prenions les 10 milliards, notre budget, encore que les 10 milliards sont hypothétiques. Oui. Et jusque-là, je n'ai pas appris que vraiment on a eu 10 milliards, 10 milliards. Hein. Ce sont des projections toujours. Oui. À supposer qu'on a 10 milliards. Oui. Les 10 milliards ne suffisent pas pour bâtir une armée à la dimension de la RDC. Oui. Ça ne suffit pas. D'ailleurs, ça ne suffit même pas pour avoir... Ne serait-ce que dans les secteurs de l'éducation. Et surtout qu'il n'y a pas que l'armée, il y a d'autres priorités aussi dans le pays. Parce que nous, pour avoir cette armée, il faut envoyer beaucoup de nos cadres militaires en formation à l'étranger. Oui. Et, à contrario, rappeler les formateurs au Congo avec ce que ça coûte. Oui. Mais cela ne nous douane pas de faire un effort pour commencer à jeter les jalons d'une armée, parce qu'on a détruit l'armée, on l'a infiltrée, et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date depuis la colonisation, méfiez-vous. Oui. C'est un problème, la colonisation, nous avons hérité des armées, des gens qui partent des grades de colonels, disons des grades de sergents, de colonels, tout ça, parce que nous sommes allés dans la précipitation, il n'y a pas eu une transition entre la colonie et la République, oui. Et finalement, quand les ressources humaines coloniales sont parties, nous sommes restés dans la débrouillardise et ça nous poursuit. Et cela pose un problème. Le deuxième volet de votre question, c'était l'embargo qui a été prolongé aux Nations Unies. Bon, je crois que cela doit nous faire réfléchir. Moi-même, je ne peux pas m'imaginer qu'après autant d'années de guerre, autant de désastres, les efforts que le président actuel a consenti pour visiter tous ces États, relancer la diplomatie, que certains pays pouvaient encore voter pour l'embargo des armes à l'égard de la RDC. Voilà. C'est vraiment regrettable, mais je crois aussi que la solution, en tout cas en ce qui me concerne, c'est de faire une analyse et voir à travers le monde quels sont les amis, de vrais amis, qui peuvent nous aider à nous en sortir. Je crois que vous ne songez pas à la Russie parce que nous savons que... Je ne parle pas d'un... Tous ceux qui ont tenté de voir vers la Russie ou la Chine, nous connaissons comment ils ont fini dans l'histoire du pays. Non, je ne parle pas, je ne cite pas un seul État. Nous avons un ministère des Affaires étrangères. Nous avons un ministère de l'intégration régionale. Je crois que nous avons un ministère de la Défense. Ces ministères, avec les services, peuvent nous aider à apaiser les termes qui ont été prononcés. Parce que moi et vous, nous n'étions pas là. Quel a été, ou quels ont été les arguments des gens qui ont voté pour l'embargo. Il faut maintenant nous communiquer à ces instances-là des termes, essayer de disséquer, essayer d'examiner nos rapports avec eux aujourd'hui sur le plan diplomatique, parce que moi je ne sais pas quels sont les rapports. Peut-être qu'il y a des petits problèmes, des hiccups par-ci par-là, et voir maintenant comment adapter notre diplomatie, notre défense à la dimension de ces votes. Parce qu'en fait, lorsque vous êtes pourchassé par quelqu'un qui a une arme, et vous avez quelqu'un qui a la possibilité d'enrayer la cartouche pour qu'il ne sorte pas. Mais ce monsieur, il dit non, je n'utilise pas cette télécommande pour bloquer la cartouche. Et donc ce monsieur, il veut tout simplement votre mort. Oui. C'est ça ce que ça signifie. Oui. Donc ce qui a été décidé, c'est de dire, nous mettons la croix sur la RDC. C'est à nous de dire maintenant si nous sommes prêts à mourir, ou si nous sommes prêts à nous accrocher à n'importe quel même branche, à un serpent pourvu de survivre. Pourvu de survivre. Donc c'est une option qu'on doit lever. Mais nous avons vu aujourd'hui, récemment, avec le sommet de Nairobi, la signature d'une convention pour une intervention militaire en RDC. Vous croyez que le fait de se retourner dans la sous-région peut nous aider? Mais les gens disent que les pays qui constituent cette communauté
sont tous indexés comme agresseurs du Congo. L'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, Sud-Soudan. Est-ce que le chef de l'État, semble-t-il, n'a pas offert le pays à ceux qui nous viennent du mal? Ou soit c'est un serpent auprès duquel on peut s'approcher, vu le contexte? Moi, je crois que il faut avoir cette question d'une autre manière. Ces solutions-là localisées pour des conflits localisés en Afrique sont des solutions éphémères à mon point de vue. Je crois que nos chefs d'État doivent réfléchir comment avoir une armée panafricaine, une armée africaine du type OTAN, pour que finalement cette armée soit à la défensive pour non seulement pour des États entre eux, mais vis-à-vis aussi de l'extérieur. Ouais. Première chose. Deuxième chose, par rapport à ce qui est, c'est-à-dire cet accord qui a été signé, je suis des réactions diverses, dont les arguments peuvent être fondés. Je ne condamne personne, ce sont des points de vue qu'ils émettent. Parce qu'il y en a qui disent le Rwanda s'est battu au Congo, c'est un fait réel. Nous avons même un arrêt de justice qui les condamne. Le Rwanda s'est battu au Congo. Le Rwanda a occupé le Congo pendant plus de 5 ans. Non seulement qu'il revendique la présence des FDLR, mais il y en a qui pensent que s'il peut encore avoir les FDLR au Congo, c'est-à-dire que c'est une fabrication du Rwanda parce que le Rwanda a eu le temps lui-même de s'occuper de ces FDLR au Congo. Alors, le Burundi, il y en a qui disent non, le Burundi aussi quand même a joué un rôle dans la guerre au Congo. Le Kenya est dans MONUSCO. La Tanzanie est dans MONUSCO. Alors, pourquoi la solution qui n'a pas trouvé, le problème, le conflit, la guerre qui n'a pas trouvé des solutions dans ces grands ensembles peut se résoudre dans un sous-ensemble. C'est quand même une analyse qui voit son pesant d'or. Alors, d'autres disent il faut carrément la foi uniquement dans notre armée. Mais d'autres disent qu'il faut travailler à la fois pour former, pour renforcer notre armée en capacité, en hommes. Et maintenant, cet embargo qui vient nous empêcher de le faire. Et voté par des États amis. Des États amis. Soi-disant. Et des États qui sont témoins de cet accord de Nairobi. Des États qui l'encouragent. Et finalement, et c'est ça l'énigme. C'est que souvent on nous dit la Russie qui est une sorte de guerre froide entre guillemets avec l'Occident, tout ça. Mais tous, au Conseil de sécurité, ils se saluent. Et ils décident pour le monde et contre le monde. Mais quand nous les approchons... ils disent non. Nous sommes parce qu'en dépit de la guerre en Ukraine, en dépit de toutes les réunions qui se tiennent dans l'Union européenne, je n'ai pas entendu un seul pays qui a demandé la sortie de la Russie ou de la Chine comme membre permanent du Conseil de sécurité. Et ils sont là, et ils siègent, et ils votent pour ou contre. Donc vous comprenez finalement que le combat, c'est un combat des faibles. Et pour être fort, il faut tout simplement avoir une armée forte, compter sur ses propres efforts. Tout le reste, ce sont des solutions palliatives, des solutions passagères. Mais cette armée honorable, on termine peut-être par là. On sait qu'avec les différentes guerres qu'on a eues à l'Est, on a procédé par le brassage, par le mixage. Et lors de ces opérations, on a intégré dans notre armée même des éléments qui étaient identifiés et reconnus comme faisant partie de forces extérieures. Et il semblerait même, selon un analyste, que c'est ce qui a même conditionné l'appellation de notre armée. On ne parle pas de forces unies, forces armées congolaises, mais on parle de forces armées de la RDC. Comment pouvez-vous prétendre créer une armée forte pendant que l'ennemi est lui-même à l'intérieur?
comme on dit, l'expression qu'il y a... Infiltration. Oui, infiltration, voilà. Vous savez, il faut un peu lire l'histoire de ces pays, l'histoire récente de ces pays pour comprendre tous ces phénomènes. Oui. L'infiltration dans ces pays ne commence pas par Tshisekedi, ni par Kabila, ni par Mobutu. Les peuples transplantés chez nous, ça date de l'époque coloniale. Il est vrai qu'avec l'évolution, on a laissé la porte ouverte. Oui. Je ne sais pas, je ne connais pas votre âge, mais vous connaissez bien que les derniers recensements dans ces pays, c'est, je crois, en 1982. Oui. Donc, depuis 1982, on gère des personnes qu'on ne connaît pas. On n'a même pas la carte d'identité. On n'a pas la carte d'identité. Maintenant, on n'a pas le permis de conduire. Et donc, il suffit de franchir la frontière et arriver au Congo. Vous êtes présumé être congolais. Pour autant que par la peau, on ne peut pas ne pas vous suspecter. Oui. Vous êtes d'office congolais. Mais l'infiltration d'abord dans la population. Oui. Nous avons des gens ici dont la généalogie commence par leur père. Et ils sont nombreux, même dans la politique congolaise. Quelqu'un au pays, lorsque vous lui dites qui est son père, il est capable de citer le nom de son père. Mais son grand-père... Maintenant, posez-lui la question de son grand-père. Arrière-grand-père, arrière-grand-père, il ne connaît pas. C'est facile de connaître tous ces gens. Il n'y a pas que là l'armée. Dans la politique aussi, il y a des infiltrés. Et c'est un travail qu'il faut faire. Et l'idée, ce n'est pas de les chasser du pays ou quoi, mais que chacun garde son statut dans la République. Oui. C'est seulement ça notre... Il n'y a pas de prétention... De prétention démesurée. Aux attributs réservés aux nationaux. Aux nationaux. Maintenant, l'armée, ça s'est exacerbé dans l'armée parce que non seulement l'armée, c'est visible. Oui. Les galons sont visibles. Oui. On sait savoir sur le terrain aussi. L'impact sur les bois, c'est visible. Oui. Mais ce sont des choses, comme vous le dites, notre armée, malheureusement, selon l'histoire, peut-être la force publique à l'époque, mais selon la petite histoire que j'ai, notre armée n'a jamais, depuis les quelques années antérieures, on n'a jamais gagné la guerre au vrai sens. Des objectifs militaires. Non. À la fois, nous faisons la guerre, à la fois, nous négocions, au point que on ne sait pas si c'est l'armée qui a gagné ou ce sont les négociations qui ont gagné. Oui. Et c'est ça le problème. Hein? La sécession katangaise, on a fait recours à des armées étrangères, les Marocains et consorts. Toutes les guerres, pratiquement, il y a eu des interventions. L'AFDL ici, on a eu toutes les armées, SADC, tout ça. Ici, oui. Donc, les événements vont tellement vite qu'ils ne nous permettent pas de respirer pour former notre propre armée. Ouais. Chaque fois qu'on veut y aller, il y a des événements qui arrivent, qui nous interrompent avec les petits moyens qu'on avait pour construire une bonne armée, une forte armée. Et les moyens sont dépensés et puis on reprend. Et je crois qu'il faut compenser ça. Surtout, j'insiste, il faut revoir la défense. C'est anormal que nos bases militaires soient à 2000 km d'un coin à un autre. C'est compliqué. Pas de route, pas de train. Ça pose un problème de mobilité même des troupes. Oh, oui. Donc tout ça, il faut, je crois, un plan Marshall pratiquement. Pour l'armée. Pour l'armée, même pour tous les pays. Oui. Pour tous les pays. Très bien. Il faut y arriver. Merci beaucoup, honorable, pour ces analyses pertinentes. Et je crois que ceux qui nous ont suivis ont eu quand même beaucoup de lumière sur leurs préoccupations. Ma crainte est que nous puissions laisser ce peuple sur cette note négative de désespoir. Quel est le message en tant que l'UNC, révigoré aujourd'hui par l'acquittement du président, ou pas adressé aux Congolais pour l'avenir? Non, le message, il est simple. Nous parlons de l'Occident, mais quand vous suivez leur histoire, oui, ils ont connu des guerres pire même que ce que nous connaissons. Oui. Mais aujourd'hui, ils sont devenus de grandes puissances et ils nous dictent des lois, des principes, la manière de se comporter. Ils sont même en train maintenant de faire les transferts de leur culture vers chez nous, et nous acceptons. Donc, avec notre richesse, d'abord, en personnel, nous sommes un pays habité par
un peuple jeune, déterminé. Si on met de la discipline, l'engagement, quand j'ai dit discipline, donc la bonne gouvernance en un mot, je crois que ces pays, avec une dose de volonté, quelques années suffisent pour que les pays marchent. Il y a des pays dont on parle aujourd'hui, dont on pouvait parler il y a longtemps. Qu'est-ce qu'ils ont fait des miracles, si pas seulement mettre de l'ordre dans la maison. Le jour où on va intérioriser que prendre $1 destiné à l'intérêt général pour soi-même, c'est une faute. Et c'est là que je vais marteler. Il faut renforcer aujourd'hui les codes pénals en ce qui concerne la corruption d'il y a avant la colonisation, les détournements. Ce n'est pas les mêmes proportions qu'aujourd'hui. Non seulement les proportions, mais les modalités. À l'époque, ces téléphones n'existaient pas, les androïdes, ces banques de transfert, ça n'existait pas. Donc, il faut que nos amis qui sont au Parlement nous aident à adapter la législation à la technologie actuelle pour qu'on ait une législation dont les éléments constitutifs vont prendre en charge tous les faits tels qu'ils se commettent aujourd'hui. La situation est devenue très raffinée, à telle enseigne qu'avec le code actuel, vous qui parlez de l'état des droits, je crois qu'on en mettra la main à personne. À personne. Parce que notre législation est totalement en retard par rapport à l'évolution de la technologie. La technologie, en fait, qui permet par moment tout ce qui s'est fait aujourd'hui. Et c'est ça, c'est que je crois, le mot de la fin, pour que ces pays, nous sommes encore trop jeunes et il y a espoir. Merci beaucoup. Merci. Merci pour votre attention soutenue et merci honorable pour votre intervention dans cette émission. Merci, messieurs les journalistes. C'est moi qui vous remercie pour l'intérêt. Merci beaucoup.